On vous intéresse à Novembre Bleu. Novembre Bleu après Octobre Rose. Ça n'a peut-être ou certainement pas la même envergure. En tout cas, le 11e mois de l'année focalise l'attention du monde sur une pathologie qui touche la jambe masculine. Il s'agit du cancer de la prostate. Il représente, selon les chiffres, le premier cancer chez les hommes en termes de fréquence et il survient généralement après 50 ans. Comment le prévenir et quelles sont les avancées en termes de diagnostic et de traitement? Yasmine, bonjour. Bonjour Rodrigue et mon Amégan. C'est vrai que vous avez fait un semblant de mettre un bleu pour Pas un coller semblant, au thème. j'ai mis du bleu. Oui, pour coller au thème. Au fond, vous savez vous-même que, voilà, c'est tiré par les cheveux. Déjà, Emon, vous-même, aujourd'hui, on parle de Novembre Bleu, mais vous avez parlé de la femme encore ce matin. Bien sûr. Donc, c'est pas nous. Si déjà les hommes eux-mêmes oublient cette journée, si déjà les hommes eux-mêmes... Voilà. C'est pas notre faute. Ce n'est pas notre faute. Nous, on fait toujours de notre mieux pour vous mettre à l'honneur. Mais c'est les hommes qui décident de toujours penser à la femme. Non, pas qui décident. Voilà. Ils ne passent pas le temps parfois à pleurer ici. Allez. Yasmine. Ça, je n'accepte pas, mon corps reste fermé. Non, votre cœur devait rester ouvert. Ah non, votre cœur devait rester ouvert. Fermé à ça. Alors aujourd'hui, on parle du cancer de la prostate. Oui. Depuis quelques années, évidemment, il y a cette initiative qui permet de mettre sous la lumière cette pathologie dont souffrent plusieurs hommes. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, peut-être pour des raisons de machisme, parce qu'il y a cette volonté de montrer que l'homme est toujours celui qui endure le plus. On verra plus les raisons avec le médecin. Je parle même évidemment du fait qu'on ne met pas cela sous les projecteurs, un peu comme on le fait avec Octobre Rose, où on demande un dépistage systématique, où il y a beaucoup d'organisations qui se mettent dans la danse, des associations, des ONG. Peut-être parce que spontanément, les hommes n'ont pas forcément envie de parler de ce qu'ils traversent. Je ne sais pas. En tout cas, une chose est sûre, ce matin, on parle C'est la masculinité, on peut dire ça? Oui, la masculinité. On n'a pas envie de montrer qu'on a mal. Il faut montrer qu'on a mal pour qu'on vienne à votre secours. Et surtout aujourd'hui, on va mettre l'accent sur le traitement, sur les avancées en termes de traitement. C'est bien cela, Yasmine. Déjà, je veux bien savoir, est-ce que vous, vous avez pu faire déjà votre dépistage ce mois? Je n'ai pas encore 50 ans, donc voilà. Est-ce qu'il faut attendre 50 ans pour le faire? En tout cas, notre médecin nous dira. Oui, vous ne voulez pas qu'à mon âge, de toute façon, je ne l'aurai pas. Voilà, je ne l'aurai pas. Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Alors, bonjour à vous, fidèles téléspectateurs. Comme l'a si bien dit Emon, on parle aujourd'hui du cancer de la prostate et on va plus parler du diagnostic et du traitement, les avancées dans ce domaine. Pour en parler, sur ce plateau, nous avons avec nous un chirurgien urologue, Malik Dialeri. Bonjour, comment vous vous portez? Oui, merci. Bonjour Yasmine, je vais bien. Bonjour Emon. Bonjour docteur, comment allez-vous? Ça va bien. Un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci de mettre à l'honneur les hommes ce matin. Mais vous êtes deux sur le plateau, mais je voudrais bien savoir. Il a dit que c'est à partir de 50 ans qu'il faut s'inquiéter. Mais est-ce que le dépistage commence à partir de 50 ans ou bien avant? En général, le dépistage de la prostate du cancer de la prostate doit commencer à partir de 50 ans, sauf certains groupes, les groupes ethniques noirs, à savoir les Africains et les afrodescendants américains, chez qui le dépistage doit descendre à partir de 45 ans, voire même 40 ans, parce que c'est un groupe qui est à fort risque de cancer de prostate. Et aussi, chez certaines personnes qui ont une notion de cancer familial de la prostate, chez ces groupes, le dépistage doit commencer à partir de 40 ans. Alors, pour mieux expliquer à ceux qui ne le savent pas, le cancer de la prostate, déjà, c'est quoi? Le cancer de la prostate, c'est une maladie, comme l'a dit Eman. C'est le premier cancer chez l'homme. C'est un cancer qui est très fréquent. Et ça survient souvent avec le vieillissement de la prostate. La prostate qui est une glande qui sécrète le liquide séminal, qui participe au sperme pour la reproduction. Donc, avec le vieillissement, il y a certaines cellules qui échappent au contrôle du corps et qui se développent de façon anarchique dans la prostate. Ça commence par une cellule, deux et plusieurs, former un groupe tissulaire et pouvant envahir d'autres organes. D'accord. Alors, Yasmine, il y a Maurice Verger qui a dit qu'il y a deux choses dans la vie qui ne servent à rien. Le poste vice-président des États-Unis et la prostate. Vous êtes d'accord avec lui que la prostate ne sert à rien?
Je ne sais pas si le poste de vice-président des États-Unis ne sert à rien, mais la prostate est un organe très important sans lequel nous ne pouvons pas faire de la reproduction. Oui. Et aussi, il faut dire que la prostate agit aussi sous forme de soupape. C'est un carrefour entre les voies spermatiques et les voies urinaires. Elle permet à l'homme aussi de ne pas se faire pipi dessus. Parce que le sphincter seul ne suffit pas pour arrêter les urines. La prostate participe à la continence chez l'homme. Donc, il faut qu'on ne sait pas s'inquiéter quand on a des incontinences urinaires. Bien sûr. Ça fait partie des signes. Ça fait partie surtout des complications du traitement de la prostate, les incontinences urinaires. D'accord, mais avant de venir au traitement, on a dit qu'il y a des avancées au Bénin par rapport au diagnostic. Quelles sont ces avancées? Le diagnostic du cancer de la prostate passe par plusieurs étapes. Il y a d'abord le dépistage. Comment reconnaître quelqu'un qui est à risque de cancer de la prostate? Ce dépistage passe par des groupes cibles. Il faut cibler les groupes, c'est-à-dire des gens qui ont des antécédents de cancer de prostate dans leur famille, des gens qui ont plus de 45 ans. Oui. Et ces groupes, on va leur demander un examen de sang qui est très simple, un prélèvement moins d'1 minute, qui est le PSA, le dosage de l'antigène prostatique. D'accord. Le PSA normal doit être inférieur à 4 nanogrammes par millilitre. Et le deuxième, c'est le toucher rectal. Seul l'urologue peut apprécier la prostate lors d'un toucher rectal. Donc, un toucher rectal anormal ou un PSA supérieur à la normale doit systématiquement entraîner à une biopsie prostatique. L'urologue doit décider de faire une biopsie prostatique, qui est un examen invasif, mais pas dangereux. Donc, on prend une sonde d'échographie et une aiguille, puis on fait une ponction de la prostate qu'on envoie dans un laboratoire anatomopathologique qui nous dira effectivement s'il y a un cancer dans la prostate ou pas. Mais avant de faire cette biopsie, il y a des examens plus poussés qui peuvent nous dire, même sans cet examen, si le patient est vraiment à risque de cancer de prostate, qui est l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, qui est disponible au CNHU et dans le privé. Donc cette imagerie va nous dire qu'il y a des zones cibles qui sont suspectes de cancer de prostate. Elle va nous dire que c'est fortement suspect ou c'est moins suspect. Et en fonction de ça, l'urologue va décider d'aller faire une biopsie de cette zone. Mais est-ce que le diagnostic se fait partout sur le territoire national? Bien sûr, partout où il y a un urologue, on peut faire le diagnostic du cancer de la prostate. Mais même s'il n'y a pas d'urologue, tout au moins, on peut prélever le PSA et puis orienter le patient vers un urologue. Donc après ce diagnostic positif, si il y a un cancer, le laboratoire nous dit qu'il y a un cancer dans la prostate, alors on va faire le diagnostic qu'on appelle le diagnostic d'extension, le bilan d'extension. On va voir à quel niveau on en est. Est-ce que le cancer est encore localisé dans la prostate seulement? Est-ce que le cancer a déjà envoyé ses voisins, à savoir le rectum, à savoir la vessie, à savoir les ganglions qui sont autour? Ou est-ce que le cancer est déjà métastasé? Est-ce qu'il a touché les os? Est-ce qu'il a touché le poumon? Tout ça, c'est en une journée qu'on le fait? Mais non, c'est avec plusieurs consultations chez l'urologue. C'est pourquoi c'est un suivi. C'est pourquoi moi, j'aime plus le thème de dépistage individuel que de dépistage de masse. Parce qu'on ne peut pas faire tout ça lors d'un dépistage de masse. C'est un dépistage individuel. Il paraît qu'on guérit de la prostate. Est-ce vrai? Oui, bien sûr, on guérit de la prostate. Ça dépend de l'étape où on est lors du diagnostic. Alors, à quelle étape on guérit réellement de la prostate? Quand le cancer de la prostate est localisé dans la prostate, on a plus de chances de guérison. D'accord. Quand le cancer de la prostate est localement avancé, c'est-à-dire déjà touché les voisins, le rectum, la vessie, on peut aussi guérir, mais la chance de guérison est un peu moindre que quand c'est localisé. Je vois.
Mais quand le cancer de la prostate est métastatique, on ne peut plus guérir, mais on peut assurer un bon confort au malade. On peut lui donner une expérience de vie un peu plus élevée, allant de 4 jusqu'à 5 ans. Donc, le plus important, c'est de voir l'urologue, de faire le diagnostic, de savoir là où on en est, avant de décider de faire le traitement. Est-ce qu'il y a des prédispositions génétiques au cancer de la prostate? Bien sûr, il y a certaines prédispositions génétiques. Ça, c'est les oncogénéticiens qui vont déterminer. Il y a certaines anomalies chromosomiques qui peuvent montrer qu'on a une prédisposition au cancer de la prostate. Mais le plus important, c'est lors de la consultation, l'urologue va demander au patient: est-ce que tu as eu un oncle qui a un cancer de prostate? Tu as un grand frère qui a un cancer de prostate? Est-ce que ton père avait un cancer de prostate? Est-ce que ta mère avait un cancer de sein? Parce qu'il y a des études qui montrent que... Donc, c'est en faisant des questions chaque fois quand il vient pour ses consultations qu'on se rend compte qu'il est prédisposé à faire un cancer de la prostate. Alors, en termes d'avancée dans le traitement, comment se fait le traitement de la prostate au Bénin? Est-ce que c'est disponible dans tous les hôpitaux, les centres au moins publics? Oui, actuellement au Bénin, on n'a pas besoin de faire une évacuation sanitaire pour le cancer de la prostate, quel que soit le stade. Quel que soit le stade. Voilà ce qui me rassure. Pour les cancers qui sont localisés, depuis maintenant 5 ans, on fait ce qu'on appelle la prostatectomie radicale. Il faut noter qu'il y a 2 principaux traitements pour guérir vraiment du cancer de la prostate. C'est la chirurgie et c'est la radiothérapie. La chirurgie, on la pratique actuellement au Bénin depuis 5 ans. La chirurgie consiste à faire quoi? La chirurgie consiste à enlever entièrement la prostate, la vésicule séminale et parfois les ganglions par lesquels sont drainés la lymphe prostatique. D'accord. On enlève ça entièrement et donc ça laisse un espace entre l'urètre et la vessie. On vient souder directement la vessie à l'urètre. Comme je le dis, ça a pour conséquence que la personne ne peut pas garder totalement les urines parce qu'on a enlevé... Et comment la prostate qui régule? On fait de la rééducation et au bout d'un mois, la personne garde entièrement ses urines. D'accord. Donc après la chirurgie qui se pratique, bien sûr, que ce soit à l'hôpital public et dans le privé, on pratique cette chirurgie. Et le deuxième groupe de traitement, c'est la radiothérapie. Pour le moment, les patients béninois, on les traite pour la radiothérapie à côté, à Lomé, mais il faut noter qu'il y a l'appareil de radiothérapie qui a été installé dans le nouvel hôpital. Le CHIC. Le CHIC. D'accord. Donc quand le CHIC va démarrer, ce traitement sera accessible à tous les Béninois à un coût, nous espérons, abordable qu'à l'étranger, pour pouvoir traiter et guérir le cancer de la prostate. Merci beaucoup, docteur. On serait fini ce plateau sans demander quelques conseils à ces hommes qui ont déjà 45 ans et qui ne veulent pas faire leur dépistage. Des conseils pour eux? Oui, comme j'ai l'habitude de le dire à mes patients, il y a certains hommes qui se comportent, comme l'a dit Herman au début. En tout cas, moi, je ne ferai pas le cancer de la prostate. Moi, je dis c'est comme le singe qui voit un danger, il met sa tête dans un trou et laisse le corps dehors. Moi, je les conseille de dépister, de se faire dépister le cancer de la prostate parce que non seulement la maladie, elle est vraiment efficace dans les complications qu'elle entraîne. Comme vous voyez souvent les vieux qui sont paralysés, pas la paralysie, la moitié du corps, ça c'est l'AVC. Paralysé des 2 pieds, oui, ça c'est le cancer de la prostate. Elle est efficace dans les complications qu'elle entraîne, mais surtout elle est efficace dans le coût. C'est une maladie qui fait dépenser énormément, surtout la famille, parce qu'à un stade plus avancé, quand il y a envahissement du cerveau, la personne n'est même plus consciente de sa maladie, mais la famille ne peut pas la regarder souffrir. Donc ils sont obligés de mettre tous les moyens qui sont en leur possession afin de pouvoir soulager le patient.
C'est pourquoi je dis c'est plus facile de guérir le cancer de la prostate et moins coûteux de guérir le cancer de la prostate que de le traiter de façon indéfinie. D'accord? Donc, je conseille aux hommes de se faire vraiment dépister. À partir de, il faut préciser, 45 ans? À partir de 45 ans. En Afrique, nous allons retenir à partir de 45 ans. Très bien. Merci beaucoup à vous, docteur Dialéry. Je précise que vous êtes médecin chirologue et chirurgien urologue, pardon. Vous pouvez créer aussi un chirologue, c'est pas grave. Mais c'est parce que le temps est fini. On dira que c'est un néologisme qui vient de vous, chirologue. Chirurgien urologue. Merci. Merci à vous, donc Yasmine. Donc, je pense qu'il faut que les téléspectateurs retiennent que le dépistage à partir de 45 ans est capital. N'ayez pas peur, les hommes. Faites comme les femmes. À chaque fois qu'on dit octobre rose, on court dans les centres de santé pour aller faire son dépistage. Mais si on oublie toute l'année, en octobre, on le fait. Donc, faites également l'exercice et vous êtes sûr que vous vous porterez bien. D'accord. Docteur, comme pour les femmes ou les seins, pour les seins, il faut toucher, évidemment, pour la prostate aussi. Il faut palper les testicules. On peut demander à une tierce personne de palper. L'urologue va le faire. Ou ce n'est que l'urologue, ce n'est que la responsabilité exclusive de l'urologue. J'ai dit au début que c'est l'urologue qui fait le toucher rectal, qui apprécie la prostate au toucher rectal. Les médecins gynécologues conseillent aux femmes de se faire sucer les seins, c'est pas moi qui le dis. Non. Écoutez, on a fini avec ça déjà sur ce plateau. Les médecins gynécologues conseillent de sucer les seins pour prévenir évidemment le cancer du sein. Ça pourrait faire laissez plutôt les bébés. Ça pourrait faire partie des facteurs d'amoindrissement du risque. Est-ce que pour le cancer de la prostate aussi, on peut trouver, il existe des techniques du genre pour réduire les risques? Bien sûr, ce que je veux conseiller à mes patients, c'est d'éjaculer plus. D'accord. Au moins une vingtaine de fois par mois. Une vingtaine de fois? Oui, parce qu'il y a certaines substances qui sont présentes dans les spermes. Ils peuvent dépasser les 20. Au contact des cellules prostatiques, peut entraîner leur mutation en cancer. Très bien. Oui, ils peuvent dépasser les 20. Voilà qui est bien clair. Merci beaucoup, docteur, donc d'être passé sur 5 sur 7 matin. Vous êtes, pour utiliser son thème, médecin chirurologue. Non, je plaisante. Vous êtes médecin urologue, chirurgien. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin. Allez, à suivre dans les prochaines minutes, docteur Félix Adenika. Avec lui, on parlera donc de l'accès aux toilettes. On sera plus tard avec Serge Senandiayaka pour parler. Avec lui, on s'écartera de tout ce qui est santé et environnement pour s'intéresser à la littérature de jeunesse avec le Salon national du livre qui s'est ouvert donc cette semaine. On retrouvera plus tard William Apollinaire Tchoki du côté de Bakou à Azerbaïdjan. Il va intervenir en direct avec le directeur général de l'environnement et du climat, Martin Pépin Aïnan. Tout de suite et maintenant, mardi environnement sur 5 sur 7 matin avec Félix Adenika.